Le Royaume-Uni a désormais interdit les bloqueurs de puberté et selon moi interdira probablement aussi les hormones de transition dans les prochaines années. Leor Sapir est chercheur au Manhattan Institute où il étudie l'augmentation massive du nombre d'enfants s'identifiant comme transgenres et recevant des soins médicaux liés à la transition de genre, allant des bloqueurs de puberté aux doubles mastectomies. Quoi qu'on en pense, l'Association professionnelle mondiale pour la santé des personnes transgenres s'est largement écartée de ce que devraient être des directives médicales responsables et dignes de confiance. Et maintenant, ils suppriment ces informations et tentent de les cacher au public. Son principal sujet d'intérêt en ce moment, c'est la résistance aux interventions de genre pour les mineurs, qu'il s'agisse des interdictions mises en place par les États, des poursuites judiciaires ou de l'affaire historique actuellement devant la Cour suprême. Cette affaire a des conséquences considérables sur ce qui va se passer dans les 26 États qui ont interdit ces interventions pour les mineurs. Voici American Thought Leaders et je suis Yann Yekelek. Leor Sapir, c'est un plaisir de vous recevoir dans American Thought Leaders. Merci de m'avoir invité. Le Tennessee a interdit ce que l'on appelle les soins d'affirmation du genre pour les enfants souffrant de détresse liée au genre. Cette affaire est actuellement devant la Cour suprême. Avec ce nouveau ministère de la Justice sous Trump, il pourrait simplement abandonner cette affaire et laisser la loi du Tennessee en vigueur. Cependant, vous vous y opposez. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? C'est exact. En théorie, le ministère de la Justice sous Trump pourrait abandonner l'affaire, mais selon moi, il ne devrait pas le faire. Les faits de l'affaire et plus encore les arguments avancés penchent fortement, et selon certains presque à coup sûr, en faveur du Tennessee. Cette décision aura des conséquences majeures sur l'avenir des interdictions de ces interventions pour mineurs dans les 26 États qui les ont déjà mises en place. Avant que nous parlions des preuves, comment êtes-vous devenu un expert sur ce sujet? Honnêtement, je suis tombé dedans un peu par hasard. Tout a commencé avec une dissertation que j'ai écrite sur Title IX, la loi fédérale, qui interdit la discrimination fondée sur le sexe dans l'éducation. J'y expliquais comment l'administration Obama et les tribunaux fédéraux avaient modifié son interprétation pour exiger que les écoles s'alignent sur l'identité de genre des élèves en fonction de la manière dont ils se définissent eux-mêmes comme hommes ou femmes. Ce qui m'a frappé pendant mon année de post-doctorat, c'est que les arguments avancés par des groupes militants comme l'ACLU étaient essentiellement d'ordre médical. Ils s'appuyaient sur des avis de professionnels de santé, des associations médicales et des publications scientifiques. Alors j'ai commencé à creuser cette littérature. Et une fois qu'on s'y plonge, on ne peut plus détourner le regard. Parce que la réalité, c'est que ces interventions, y compris la transition sociale à l'école, sont présentées comme basées sur une science crédible et des recherches solides. Alors qu'en fait, il n'existe tout simplement pas de preuves suffisantes pour les soutenir. Ce qui m'a fasciné, c'est la manière dont un consensus s'est formé autour de ces interventions, tant psychologiques que physiques, sans véritable base scientifique crédible. Le personnel enseignant et les organisations militantes pensent souvent sincèrement qu'ils suivent les meilleures pratiques définies par la communauté médicale. Mais en réalité, ce prétendu consensus repose sur des fondations très fragiles. Beaucoup de gens ont du mal à croire qu'une communauté entière, ou du moins les décideurs au sein de la communauté médicale, aient pu adopter une position qui, en réalité, n'a aucun fondement dans les preuves médicales selon vous. C'est exact, et c'est souvent le premier obstacle quand on aborde ce sujet avec des personnes qui en ont une connaissance superficielle. Leur réponse typique est « Écoutez, c'est le consensus des autorités médicales ». Par autorité médicale, elles entendent généralement les grandes associations professionnelles comme l'American Medical Association, l'American Academy of Pediatrics, et l'Endocrine Society.
mais il faut apporter quelques précisions. D'abord, si l'on se base sur le consensus des associations médicales, il n'existe en réalité aucun consensus. Plusieurs pays européens ont mené des revues systématiques des preuves disponibles et ont fini par prendre leur distance avec ces traitements. Ils ont reconnu qu'il n'existait aucune preuve crédible de leurs bénéfices et qu'ils présentaient en revanche un risque réel de nuire aux patients. Donc même selon ce critère, il n'y a pas d'unanimité. Même aux États-Unis, les associations médicales ne sont pas toutes alignées sur ce sujet. Par exemple, l'année dernière, l'American Society of Plastic Surgeons a rejeté ce prétendu consensus en reconnaissant qu'il n'existait aucune preuve solide justifiant ces traitements chez les mineurs. Mais le point fondamental, c'est que la médecine fondée sur le consensus n'est pas la même chose que la médecine fondée sur des preuves. C'est une distinction essentielle. D'ailleurs, le concept de médecine fondée sur les preuves, qui s'est développé dans les années 90, a justement été conçu pour faire la différence entre ce que les médecins déclarent être un bon traitement et ce que les données scientifiques soutiennent réellement. Il faut reconnaître qu'il existe une forme de pseudo-consensus. J'expliquerai dans un instant pourquoi il s'agit bien d'un pseudo-consensus. Mais il est crucial de comprendre que cela ne signifie pas que ces traitements reposent sur des preuves solides. Cela signifie simplement que certaines organisations médicales affirment qu'ils le sont. Il faut regarder comment ces traitements ont acquis ce statut de consensus au sein des associations médicales. D'abord, il faut savoir que ce sont des syndicats professionnels. Leur but premier est de protéger et promouvoir les intérêts des médecins. Mais plus important encore, dans ce cas précis, elles fonctionnent souvent avec des sous-comités spécialisés. Prenons l'exemple de l'American Academy of Pediatrics il y a une dizaine d'années. Elle a créé un groupe de travail spécial sur la santé LGBTQ et y a nommé 6 cliniciens, tous idéologiquement acquis à l'idée des traitements de transition de genre pour les enfants. Le reste de la direction de l'AAP s'est ensuite fié à ce sous-comité en supposant que ses membres savaient de quoi ils parlaient. Après tout, ce sont eux les experts, donc pourquoi remettre en question leurs recommandations? Dans un domaine aussi complexe que la médecine, où la spécialisation et la division du travail sont essentielles, ce genre d'organisation est inévitable. Mais ce qui s'est passé ici, c'est que la confiance et la déférence naturelle entre professionnels de santé ont été exploitées. C'est ainsi qu'on en est arrivé à ce pseudo-consensus. Les dirigeants de ces associations médicales se sont simplement dit « Nous ne sommes pas des experts, mais ces personnes affirment l'être, alors faisons leur confiance ». Il y a eu récemment un procès en Alabama où, dans le cadre de la procédure de discovery, ces éléments ont été inclus dans les preuves. À ma connaissance, c'est le recueil d'informations le plus détaillé, le plus à jour dont je sois au courant. Peut-être pourriez-vous nous en parler? Bien sûr, d'une certaine manière, c'est regrettable que l'affaire devant la Cour suprême concerne l'interdiction du Tennessee. L'administration Biden a choisi de faire appel de cette interdiction précisément parce que le dossier de preuve dans cette affaire est incomplet. En revanche, l'affaire de l'Alabama dispose du dossier de preuve le plus solide à ce jour. Il y a une raison claire pour laquelle l'administration Biden a décidé de ne pas faire appel dans ce cas. Mais écoutez, je l'ai déjà dit et je le maintiens, la plus grande erreur que l'industrie du genre aux États-Unis ait jamais commise a été de poursuivre l'État de l'Alabama pour son interdiction de transition pour les mineurs. Cela a conduit le procureur général de l'Alabama à obtenir des assignations à comparaître du juge Lloyd Brooks, obligeant la World Professional Association for Transgender Health à fournir tous ses courriels internes sur le développement des Standards of Care qui régissent toute la pratique médicale dans ce domaine aux États-Unis. Ce que ces emails ont révélé est accablant. Nous sommes face à un véritable scandale médical. La WPATH avait commandé des revues systématiques des preuves disponibles pour appuyer les SOC8, en particulier sur les mineurs. Mais lorsqu'elle a découvert que ces revues démontraient l'insuffisance de preuves et ne permettaient pas de justifier leur approche médicale, elle a tout simplement décidé de les supprimer. Elle a donné pour instruction aux chercheurs de l'université
Johns Hopkins, qui réalisaient ces analyses, de ne pas publier leurs résultats. Ensuite, dans les SOC 8, la WPATH a affirmé qu'une revue systématique de preuves pour les mineurs était impossible, alors qu'elle en avait commandé une et l'avait enterrée. Les emails internes montrent aussi qu'ils ont consulté un avocat en justice sociale qui leur a conseillé d'éviter ces revues systématiques car elles risquaient de nuire à la WPATH en compromettant sa capacité à gagner des procès et en exposant les cliniciens à des poursuites pour faute professionnelle. Ils ont donc choisi de supprimer ces revues et d'affirmer qu'elles n'étaient pas réalisables. Quelques jours après la publication des SOC 8 en 2022, la WPATH a ensuite publié une correction dans la revue médicale où ces standards avaient été publiés. Elle y annonçait la suppression de tous les âges minimums pour les interventions médicales chez les enfants, à l'exception de la phalloplastie. Cela signifie qu'il n'y a désormais plus de limite d'âge pour les chirurgies, les traitements hormonaux ou les bloqueurs de puberté. Cette décision n'a pas été prise pour des raisons cliniques ni sur la base de preuves. Elle a été prise sous la pression du docteur Rachel Levine, secrétaire adjointe à la santé dans l'administration Biden, qui craignait que la mention d'âge minimum spécifique ne crée une controverse politique. L'American Academy of Pediatrics avait également averti la WPATH qu'elle n'approuverait pas les SOC 8 et s'y opposerait activement si des âges minimums étaient mentionnés. Face à ces pressions, la WPATH a cédé et a supprimé ces seuils d'âge. Et ce n'est pas tout. Lors d'une déposition dans cette affaire, l'auteur principal des SOC 8 a admis que la WPATH n'avait pris en compte aucun conflit d'intérêt, qu'il soit financier ou intellectuel, dans la sélection des personnes travaillant sur ses recommandations. Pire encore, avoir un conflit d'intérêt était même considéré comme une condition préalable pour intégrer le comité des SOC 8. C'est tout simplement scandaleux. Cela viole tous les principes fondamentaux de l'élaboration responsable des lignes directrices médicales. Pouvez-vous clarifier cela pour nous? Que voulez-vous dire exactement que le fait d'avoir un conflit d'intérêt était une condition préalable? Ces informations proviennent de la déposition d'Eli Coleman, l'auteur principal des SOC 8, ainsi que de Marcy Bowers, alors présidente de la WPATH et co-auteur des SOC 8. Coleman a interrogé directement: « Étiez-vous conscient que la plupart des membres du comité de développement des SOC 8 avaient des conflits d'intérêts ?» Il a répondu qu'il en était conscient. Pourtant, si l'on consulte la section de divulgation des SOC 8, elle affirme qu'aucun conflit d'intérêt n'existe. Marcy Bowers a également reconnu que le soutien à l'approche médicale affirmant le genre était une condition préalable pour intégrer le comité de développement des SOC 8. La direction de la WPATH a admis cela sous serment lors d'une déposition. Mais qu'entend-on exactement par conflit d'intérêt financier et intellectuel ? Certains membres du comité étaient aussi des témoins experts dans les affaires judiciaires ou le contenu des SOC 8 influençant directement l'issue des procès. Ils avaient donc un intérêt financier à ce que ces directives aillent dans un certain sens. Marcy Bowers elle-même a admis avoir gagné plus d'1 million de dollars en 2023 grâce à des chirurgies de transition de genre. La plupart des autres cliniciens impliqués dans l'élaboration des SOC 8 bénéficiaient financièrement ou professionnellement de ces pratiques, soit en réalisant ces interventions, soit en les promouvant activement. Ce sont des conflits d'intérêts financiers évidents, mais aussi intellectuels. Lorsqu'un médecin devient un militant public ou rédige des articles défendant une approche spécifique, il devient beaucoup plus difficile pour lui d'évaluer objectivement les bases factuelles du traitement qu'il soutient. C'est là que l'Institute of Medicine des États-Unis a établi une norme essentielle en 2011. Il a défini des critères pour garantir que les directives médicales soient fiables et élaborées de manière rigoureuse. La WPATH prétend respecter ces normes et Eli Coleman lui-même a affirmé qu'elles étaient contraignantes. Mais ces normes stipulent clairement qu'aucun groupe ayant des conflits d'intérêts ne doit dominer le processus d'élaboration d'une directive médicale. Or, c'est précisément ce qui s'est passé.
Autrement dit, la WPATH s'est largement écartée des principes fondamentaux d'une élaboration responsable et fiable de directives médicales. Et au lieu de reconnaître ces problèmes, elle a supprimé ces informations et tenté de les dissimuler au public. Cela soulève une question majeure. Comment la WPATH a-t-elle réussi à s'imposer comme la norme de référence alors qu'elle n'est même pas une organisation médicale au sens strict? C'est encore une fois un cas où un groupe spécialisé de cliniciens et d'activistes a su prendre une influence démesurée. Bien que la WPATH se présente comme l'association professionnelle pour la santé transgenre, elle est avant tout un groupe militant au profil très varié. Tous ses membres ne sont pas médecins ni même professionnels de santé mentale, certains sont journalistes, activistes ou même travailleurs sociaux. Malgré cela, elle s'est positionnée comme une autorité incontestable dans ce domaine, sans réelle remise en question du monde médical, du moins jusqu'à récemment. Les pays européens, en revanche, rejettent de plus en plus la WPATH. Le directeur du Centre belge pour la médecine basée sur les preuves a même déclaré qu'il jetterait les directives de la WPATH à la poubelle. Il n'y a donc aucun soutien pour la WPATH en Europe. Mais aux États-Unis, elle est devenue de facto l'autorité dominante sur ces questions. En l'absence d'autres organisations proposant des directives alternatives, la WPATH a occupé l'espace et imposé son influence. La seule exception notable est l'Endocrine Society, qui a publié ses propres recommandations. Mais faute d'autres voies institutionnelles opposant une approche différente, la WPATH a réussi à s'imposer comme le leader incontesté dans ce domaine. La WPATH n'a pas répondu à nos sollicitations. Comment expliquez-vous que l'Europe ait examiné les preuves de manière plus systématique? C'est une excellente question et c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Tout d'abord, pour que les auditeurs soient bien informés, le Royaume-Uni a maintenant interdit les bloqueurs de puberté. Je prévois qu'il interdira probablement aussi les hormones de transition dans les prochaines années. Quant aux chirurgies, elles ne sont presque jamais pratiquées en dehors des États-Unis. C'est extrêmement rare. Que sont les soins d'affirmation de genre? Vous venez d'en mentionner quelques-uns. Selon le protocole standard développé aux Pays-Bas, dès qu'un enfant atteint le stade 2 de Tanner, c'est-à-dire le début de la puberté, la première étape consiste à administrer des bloqueurs de puberté. Comme leur nom l'indique, ces médicaments stoppent la progression naturelle de la puberté. À l'origine, ils étaient censés offrir une période de réflexion aux enfants afin qu'ils puissent déterminer s'ils souhaitaient ou non poursuivre une transition. Cependant, nous savons aujourd'hui, grâce aux recherches et à l'expertise des cliniciens spécialisés dans ce domaine, que cette hypothèse ne tient tout simplement pas. En réalité, près de 100% des enfants qui commencent un traitement aux bloqueurs de puberté passent ensuite aux hormones de transition. Cela signifie que ces bloqueurs ne servent pas de pause neutre, mais semblent plutôt figer la détresse liée au genre. Or, dans la majorité des cas, cette détresse aurait naturellement diminué ou disparu avec le temps, si la puberté avait suivi son cours normal. Un enfant affirme ne pas savoir avec certitude s'il est un garçon ou une fille. Quelle est la prochaine étape? Selon le protocole traditionnel, un enfant devait d'abord être suffisamment convaincu d'être du sexe opposé avant d'entamer une transition médicale. À ce stade, on lui administrait des bloqueurs de puberté pour lui laisser le temps de clarifier ses sentiments. En pratique, presque tous finissaient par conclure qu'ils étaient trans et poursuivaient la transition. L'étape suivante consiste à prendre des hormones de transition, de la testostérone pour une fille ou des œstrogènes pour un garçon. Les bloqueurs de puberté empêchent le développement naturel du corps, tandis que les hormones de transition induisent des caractéristiques sexuelles imitant celles du sexe opposé. Par exemple, chez les filles prenant de la testostérone, la voix devient plus grave, ce qui peut être irréversible. Enfin, aux États-Unis, la dernière étape, c'est la chirurgie. Pour les garçons, ces interventions sont plus rares, mais elles peuvent inclure une vaginoplastie, une procédure qui consiste à inverser chirurgicalement le pénis. Si un garçon a pris des bloqueurs de puberté et que son tissu érectile pénien ne s'est pas développé, les chirurgiens peuvent utiliser du tissu prélevé sur le côlon
pour créer une cavité vaginale. En Europe, ces opérations sont généralement réservées aux adultes, mais aux États-Unis, elles sont accessibles aux mineurs. C'est le protocole standard, mais il existe des variations. Aux États-Unis, les soins d'affirmation du genre fonctionnent souvent de manière plus à la carte. Un enfant peut choisir de ne prendre que des hormones ou d'accéder directement à une chirurgie sans passer par d'autres étapes. Et depuis 5 ou 6 ans, une nouvelle tendance est apparue, les procédures non binaires. Contrairement au protocole néerlandais, ces procédures permettent aux enfants d'adapter leur transition à leurs propres objectifs corporels, comme les appellent les cliniciens. Certains peuvent vouloir développer de la pilosité corporelle tout en conservant une poitrine ou modifier certaines caractéristiques sans en toucher d'autres. Ces interventions combinent médicaments et chirurgie pour créer des morphologies qui n'existent pas dans la nature. Au Royaume-Uni, ils ont interdit les bloqueurs de puberté, ce qui stoppe essentiellement tout ce processus. The UK and Finland and Sweden have recognized, based on systematic evidence reviews, Le Royaume-Uni, la Finlande et la Suède ont reconnu sur la base de revues systématiques des preuves que ces traitements sont encore fondamentalement expérimentaux. La Norvège et le Danemark ont considérablement réduit leur utilisation. Tandis qu'en Allemagne, en France et en Italie, les autorités médicales ont émis des sévères mises en garde contre ces procédures. Pourquoi ces pays ont-ils réussi à prendre ces mesures alors qu'aux États-Unis tout semble hors de contrôle? Hormis la résistance politique de certains républicains, il n'y a presque rien pour freiner cette dynamique. C'est une question complexe, mais une grande partie de la réponse réside dans la différence entre leur système de santé et le nôtre. En Finlande et en Suède, par exemple, le système de santé est géré par le gouvernement. L'État finance l'assurance santé, mais il gère aussi directement les hôpitaux. Cela signifie qu'il a une responsabilité fiduciaire envers les contribuables et doit s'assurer que les ressources limitées sont utilisées de manière responsable uniquement pour des traitements fondés sur des preuves et démontrés comme efficaces. Ces pays disposent aussi d'agences chargées d'évaluer objectivement la base de preuves des traitements médicaux. En Finlande, c'est le Council for Choices on Healthcare. En Suède, c'est le Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services. Et au Royaume-Uni, c'est le National Institute for Health and Care Excellence. Toutes ces agences sont parvenues à la même conclusion. Il n'existe aucune preuve crédible que ces traitements sont sûrs et efficaces. Aux États-Unis, la situation est très différente. Nous n'avons pas d'assurance gouvernementale universelle et les compagnies d'assurance privée peuvent simplement récupérer leurs coûts en augmentant les primes d'assurance pour compenser leurs dépenses. Il n'y a pas de véritable contrainte pour limiter les traitements inefficaces ou risqués. De plus, le contrôle des pratiques médicales est largement entre les mains des conseils médicaux et des associations professionnelles qui fonctionnent avant tout comme des syndicats défendant les intérêts des médecins. L'histoire médicale américaine regorge d'exemples où des associations ont appris que les preuves ne soutenaient pas un certain traitement, mais ont résisté à toute tentative de réforme simplement parce que ces traitements étaient lucratifs. Un bon exemple est la chirurgie arthroscopique du genou. Une étude randomisée en double aveugle a montré que pour la grande majorité des patients, et on parle de plus d'1 demi-million d'interventions par an, les résultats ne sont pas meilleurs que ceux obtenus avec une chirurgie placebo. Lorsque le Centers for Medicare and Medicaid Services a voulu réduire considérablement ses interventions, l'Association des chirurgiens orthopédiques s'y est opposée et a demandé que les conclusions de cette étude soient ignorées ou interprétées de manière très restrictive. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, mais il illustre bien comment les intérêts financiers et professionnels influencent la pratique médicale aux États-Unis. Il faut aussi mentionner un autre facteur. Aux États-Unis, nous avons en réalité
des agences similaires à celles qui existent en Europe. Le Patient Centered Outcomes Research Institute et l'Agency for Healthcare Research and Quality, qui fait partie du département de la santé et des services sociaux, sont chargés d'évaluer la base de preuves des interventions médicales. Mais après l'adoption de l'Affordable Care Act en 2010, ces agences ont été considérablement affaiblies. Les républicains, en coopération avec les associations médicales et les compagnies pharmaceutiques, ont mené une guerre contre elles en affirmant qu'ils ne voulaient pas que des agences publiques dictent les décisions en matière de soins de santé. Et probablement sans s'attendre à un tel résultat. Oui, c'est un bon exemple des conséquences inattendues des décisions politiques. Un autre examen très approfondi des preuves a été le Cass Review au Royaume-Uni qui a abouti aux mêmes conclusions. Si quelqu'un veut réellement comprendre ce que disent les preuves sur ces procédures, où devrait-il se renseigner en priorité? Le Cass Review n'est pas une revue systématique à proprement parler. C'est un rapport de près de 400 pages issu d'une enquête pluriannuelle sur le Gender Identity Development Service au Royaume-Uni, qui a depuis été fermé. Ce rapport repose sur 7 nouvelles revues systématiques des preuves et de la qualité des directives commandées spécifiquement dans le cadre de cette enquête. Il y a eu plusieurs revues systématiques de ce type au Royaume-Uni, mais aussi en Suède et en Finlande. Une autre a été réalisée par l'Université McMaster au Canada, un centre d'excellence en médecine basé sur les preuves et commandé par l'Agence de santé en Floride. Il n'existe pas vraiment un seul endroit où tout cela est centralisé. Il faut chercher et surtout savoir ce que l'on cherche. Le Cass Review est un bon point de départ. C'est un document très long rédigé dans un langage teinté de l'idéologie de genre, sans doute de manière intentionnelle, pour ne pas braquer ceux qui soutiennent cette approche. Cela dit, ce rapport analyse en profondeur les preuves, les enjeux éthiques et les limites des pratiques cliniques qui ont émergé au cours de la dernière décennie. Le constat est accablant. Il a eu un impact considérable sur ce domaine et a rendu impossible pour les groupes médicaux américains et les cliniciens spécialisés en genre de continuer à prétendre que toute critique de leur approche radicale relève de l'idéologie ou d'une hostilité envers les personnes transgenres. Je ne pense pas que cet argument puisse encore être pris au sérieux aujourd'hui. Il y a eu ces dernières années un débat majeur sur les droits parentaux et sur le fait que ce sont les parents qui devraient décider ce qui est le mieux pour leurs enfants. Mais que se passe-t-il si des parents décident que ces traitements sont une bonne chose pour eux? Cela pose un vrai dilemme pour ceux d'entre nous qui tentent de dénoncer et d'exposer ce scandale médical. Les écoles ne devraient pas engager des transitions sociales de genre pour des enfants sans en informer leurs parents. C'est une décision qui peut avoir des conséquences graves et les parents doivent être impliqués, ils ont le droit de savoir et de décider. Mais dans le cadre médical, ce sont souvent les défenseurs des soins d'affirmation du genre qui se réclament des droits parentaux. Ils affirment que l'État ne devrait pas interdire ces traitements et que les décisions devraient être laissées aux parents en collaboration avec les médecins. Je pense que c'est une erreur pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les parents n'ont pas un droit absolu de dicter un traitement médical. Ils ont le droit de choisir parmi les options que les médecins peuvent proposer de manière responsable et éthique. Mais la responsabilité première des médecins est de ne recommander que des traitements qui respectent les standards de soins, qui sont fondés sur des preuves et qui apportent un bénéfice net, ou du moins qui peuvent raisonnablement être supposés comme tels. La médecine n'est pas un service à la carte où un parent peut simplement entrer dans une clinique et choisir un traitement comme on choisirait un produit sur une étagère. La question des droits parentaux est donc logiquement secondaire par rapport à celle de ce que les médecins devraient proposer en premier lieu. Mais au-delà de cela, si l'on observe réellement ce qui se passe dans les cliniques de genre, si l'on examine les formulaires de consentement ou si l'on parle à des personnes comme Jamie Reed qui ont travaillé
on se rend compte que les parents ne reçoivent presque jamais une image complète et honnête des risques et des incertitudes concernant ces interventions. Parfois, les parents reçoivent une version très édulcorée des faits. Parfois, ils sont carrément induits en erreur. Il existe de nombreux cas où des cliniciens spécialisés en genre affirment, parfois devant l'enfant lui-même, que sans ces traitements, il ou elle risque de se suicider. Rien ne prouve que ce soit vrai. En réalité, c'est une déclaration extrêmement dangereuse de la part d'un médecin, surtout face à un enfant. Dans ces conditions, quels parents ne seraient pas d'accord pour autoriser ces traitements? Si l'alternative est la mort, tout risque semble justifié. On observe aussi une tendance frappante. Lorsque les parents sont divisés, c'est presque toujours la mère qui veut poursuivre le traitement, tandis que le père est plus sceptique. J'ai parlé à des journalistes qui ont interviewé de nombreux parents liés à des cliniques spécifiques et ils ont tous confirmé ce même schéma. Mais quoi qu'il en soit, que se passe-t-il lorsque les parents ne sont pas d'accord? Dans la clinique où travaillait Jamie Reed, la stratégie était simple. Cibler le parent qui était favorable au traitement, mentir à celui qui s'y opposait et l'écarter aussi vite que possible du processus. Je me souviens aussi d'avoir assisté à une session de formation à la Cleveland Clinic, où des cliniciens spécialisés en genre expliquaient que si les parents ne sont pas d'accord, il fallait continuer à travailler avec eux jusqu'à ce qu'ils finissent par céder. Même en adoptant l'argument des droits parentaux, on ne peut ignorer la responsabilité fondamentale des cliniciens, ne pas proposer ces traitements en premier lieu. Les parents sont souvent trompés, induits en erreur et même intimidés pour les pousser à accepter ces interventions. Une fois qu'ils ont donné leur accord, ils franchissent un point de non-retour. Admettre ensuite qu'ils ont pris une mauvaise décision, qu'ils ont permis des interventions médicales aux conséquences irréversibles, stérilité, dysfonction sexuelle, altération cognitive, est extrêmement difficile. Reconnaître une telle erreur, c'est reconnaître qu'ils ont involontairement causé du tort à leur propre enfant. C'est pourquoi j'ai toujours éprouvé de la compassion pour ces parents. Je suis fermement opposé aux activistes qui font la promotion de la médecine de genre et qui cherchent à diaboliser ces parents en les accusant de maltraitance. Dans la grande majorité des cas, ces parents ont été trompés, manipulés et poussés dans une direction sans avoir accès à une information complète et équilibrée. Ils ne méritent pas d'être diabolisés une seconde fois. Ils souffrent déjà suffisamment en voyant ce qui est arrivé à leur enfant. Ce dont ils ont besoin, ce n'est pas d'être stigmatisés, mais d'avoir une voie de sortie, une possibilité de reconnaître que ce n'était pas la bonne décision et des solutions pour aider leur enfant à retrouver une meilleure santé. Il y a toujours une analyse coût-bénéfice. Est-ce ainsi que vous voyez les choses, qu'il faut examiner cette question sous cet angle? Oui, divisons cela en deux aspects principaux. Le premier concerne les résultats cliniques. Que savons-nous réellement de ces interventions? Une approche raisonnable consisterait à retarder autant que possible ces traitements, à laisser l'enfant grandir, se développer, suivre une psychothérapie et prendre le temps de mieux comprendre ce qu'il traverse. Beaucoup de ces enfants sont en réalité gays et finiront par s'en rendre compte d'eux-mêmes avec le temps. Appelons cela une approche fondée sur les résultats cliniques. Le second aspect concerne les fondements conceptuels de ces interventions chez les enfants. Qu'est-ce que nous traitons exactement et pourquoi? Si vous donnez de l'insuline à un enfant, c'est parce qu'il est diabétique. Le diabète est une condition objectivement mesurable avec des critères de diagnostic précis et un faible risque de faux positifs. Vous savez alors que vous administrez un traitement vital pour une maladie clairement définie. Dans le cas de la médecine de genre, rien de tel n'existe. Tout repose sur des critères subjectifs. L'intervention est basée sur les ressentis de l'enfant qui peuvent avoir de multiples causes et évoluer avec le temps. Mais plus fondamentalement, toute cette pratique repose sur une série d'affirmations pseudo-scientifiques sur la nature humaine. Par exemple, on entend souvent dire que le sexe est attribué à la naissance, comme s'il s'agissait d'une construction sociale. Ce n'est pas vrai. La médecine de genre prétend aussi que chaque individu possède une identité de genre innée, qu'un enfant peut connaître très tôt avec une certitude absolue et qui ne changera jamais, tout en affirmant paradoxalement que le genre est fluide. Selon cette logique, les enfants seraient capables de savoir avec une infaillibilité totale quelle est leur identité de genre. L'American Academy of Pediatrics défend cette idée. Mais il n'existe aucune preuve scientifique pour étayer une telle affirmation. Ce n'est pas de la science, c'est de la pseudoscience.
Regardons la situation d'un point de vue historique. Pendant des décennies, lorsqu'un jeune garçon souffrait d'un mal-être lié au genre, on disait qu'il était un homme biologique qui, pour une raison ou une autre, se sentait plus à l'aise en apparaissant et en étant perçu comme une femme. Cela ne signifiait pas qu'il était réellement une femme. Il y avait encore une reconnaissance de la réalité biologique. Aujourd'hui, cette prise en compte de la biologie a largement disparu de la profession médicale. Lorsqu'un enfant exprime une détresse liée à son genre, on ne cherche plus à comprendre l'origine de cette détresse. On affirme simplement « Ce garçon est en réalité une fille à qui l'on a attribué le mauvais sexe à la naissance ». Ce cadre conceptuel est complètement différent de celui qui existait il y a 20, 30 ou 40 ans. À l'époque, même les médecins et les chercheurs qui s'intéressaient aux questions transgenres reconnaissaient la réalité biologique. Aujourd'hui, cette reconnaissance s'est fortement affaiblie. La base conceptuelle de ces interventions est donc extrêmement fragile, même ayant abordé la question des résultats cliniques. Dans ce cas, est-il vraiment utile de réfléchir en termes de coût-bénéfice ? Nous pouvons affirmer avec une certitude raisonnable que certains de ces enfants, une fois adultes, ressentiront une détresse profonde liée à leur corps. Certains diront « J'ai commencé à ressentir cela quand j'étais enfant ou adolescent ». Personnellement, je n'ai aucune raison de douter de cela. Peut-être que d'autres en ont, mais pour moi, cela semble être un point de départ valable pour une discussion. Ces cas restent cependant extrêmement rares. Ils sont souvent alimentés par des troubles non résolus, des problèmes de santé mentale ou, dans certains cas, de paraphilie sexuelle. Il existe également le concept d'autogynéphilie que de plus en plus d'Américains commencent à comprendre. Certaines personnes concernées en parlent désormais ouvertement. L'autogynéphilie est une attirance érotique pour l'image de soi en tant que femme. Si vous êtes un homme, vous êtes attiré par l'idée de ce que vous seriez en tant que femme. Le fait que les autres vous perçoivent ainsi peut provoquer une excitation érotique. Mais si l'on met de côté ces aspects conceptuels et que l'on se concentre uniquement sur les résultats cliniques, on peut raisonnablement affirmer que la grande majorité des enfants qui expriment une détresse liée au genre finiront par accepter leur sexe biologique. Avec le temps, ils comprendront que leurs problèmes peuvent être résolus sans recourir à des traitements médicaux dangereux ou à des chirurgies. Quelques-uns pourraient arriver à la conclusion à l'âge adulte que rien d'autre ne peut les aider. Mais nous n'avons aucun moyen de savoir à l'avance quels enfants entreront dans cette catégorie. Les cliniciens et les professionnels de santé mentale qui affirment être capables d'identifier ces cas, même en se montrant prudents et en réalisant des évaluations approfondies, se trompent eux-mêmes. Il n'existe aucun test psychologique ou évaluation en santé mentale permettant de prédire l'évolution de ces enfants. Une certaine clarté sur son identité, même relative, ne peut être atteinte qu'après avoir traversé la puberté et atteint une maturité cognitive suffisante. Il est impossible pour un clinicien de dire avec certitude « vous serez un futur transsexuel ». Étant donné le risque moral énorme et la possibilité de nuire de manière irréparable à tant d'enfants, la solution la plus prudente serait de restreindre ces interventions, y compris pour les jeunes adultes dans la tranche de 18 à 25 ans. Les recherches montrent que le cerveau ne termine pas sa maturation avant 25 ans environ. C'est d'autant plus vrai avec cette génération où les jeunes mettent plus de temps à atteindre une maturité suffisante pour prendre des décisions rationnelles. Il existe donc de solides arguments pour limiter ces pratiques chez les jeunes adultes également. Because the argument you hear, and you've spoken eloquently about this, the argument that you hear... L'argument est que s'ils ne peuvent pas réaliser leur véritable identité assez tôt, ils souffriront énormément plus tard dans leur vie. There will be great suffering later in life, right? Oui, c'était la justification initiale de l'approche néerlandaise. Ils ont été les pionniers de tout cela, n'est-ce pas? C'est exact. Les Néerlandais ont été les pionniers de cette approche en se basant sur leur expérience clinique avec des hommes s'identifiant comme femmes qui déclaraient être subjectivement satisfaits après une transition. Mais si l'on examine leurs indicateurs objectifs, leur adaptation psychosociale, leur capacité à entretenir des relations, à maintenir un emploi,
à fonctionner dans la vie quotidienne, la réalité est qu'il n'allait pas bien. L'hypothèse qui en a découlé était que ces personnes échouaient dans ces domaines parce qu'elles ne parvenaient pas à passer pour des femmes. L'idée était donc que si elles y arrivaient, tous les autres problèmes disparaîtraient. Un homme qui traverse une puberté masculine endogène subit des effets irréversibles sous l'influence de la testostérone. Il devient alors extrêmement difficile de lui donner l'apparence d'une femme plus tard. Les Néerlandais ont donc conçu une solution, contourner la puberté pour permettre à ces enfants de mieux passer pour des femmes plus tard. S'ils y parvenaient, selon cette hypothèse, leur vie serait plus heureuse, mieux ajustée, et cela éviterait aussi le développement de ce qu'ils appelaient des psychopathologies liées à une mauvaise puberté. C'est une hypothèse qui a lancé ce qui est devenu une expérimentation médicale à grande échelle. Il est vrai que pour certains adultes, en particulier des hommes qui ne parviennent pas à passer pour des femmes, cela peut être une source de souffrance intense, mais cela ne signifie pas que nous devrions empêcher la puberté des enfants, les soumettre à des expérimentations médicales et leur retirer des parties saines du corps. Tous les problèmes ne trouvent pas leur solution dans une intervention technologique et certainement pas une solution aussi radicale aux implications médicales et éthiques majeures. Ces interventions, en plus d'être hautement expérimentales, soulèvent des questions morales qui rendent leur généralisation véritablement scandaleuse. Essentiellement, vous êtes donc en faveur d'une interdiction totale de cette approche. Certains avancent l'argument qu'en autoriser une partie pourrait être une alternative acceptable. Qu'en pensez-vous? On commence à voir certains cliniciens spécialisés en genre et des défenseurs de la transition médicale admettre que les choses ont déraillé. Avec l'augmentation exponentielle du nombre d'enfants, en particulier de filles, s'identifiant comme trans et recherchant des interventions médicales, souvent sans aucune mesure de protection ou évaluation rigoureuse, il est évident que quelque chose ne tourne pas rond. Mais face à cela, ces cliniciens ou activistes rétorquent. Et qu'en est-il des vrais enfants transgenres, ceux qui en ont vraiment besoin ? Le problème, c'est qu'il n'existe pas de concept médicalement fondé de ceux qui en ont vraiment besoin. Pour justifier une telle affirmation, il faudrait des preuves solides et un raisonnement rigoureux, or cela n'a jamais été établi. Même en regardant le protocole néerlandais présenté comme l'approche la plus conservatrice dans ce domaine, on constate qu'il exclurait automatiquement la majorité des filles qui aujourd'hui demandent une transition médicale. Et même dans ce cadre strict, il n'existe aucune preuve crédible permettant de valider son bien-fondé. Les études qui ont lancé cette expérimentation ont été sévèrement critiquées dans la littérature médicale évaluée par des pairs. Un article en particulier, Le mythe de la recherche fiable, publié dans une revue scientifique, est une lecture essentielle. Il expose les nombreux biais et problèmes méthodologiques qui ont entaché l'expérience néerlandaise d'origine. Encore une fois, si l'on adopte une perspective axée sur les résultats cliniques, il n'existe aucune preuve démontrant qu'un enfant bénéficie réellement de ces interventions, ni que les cliniciens spécialisés en genre sont capables d'identifier avec précision un enfant susceptible de souffrir d'une détresse permanente. Oui, certains enfants grandiront et ressentiront une détresse liée à leur corps, c'est un fait. Mais que signifie réellement affirmer qu'un enfant est trans et qu'il est né dans le mauvais corps? C'est un langage métaphysique et absurde qui n'a aucune place dans une discussion rationnelle et fondée sur des preuves scientifiques. Quand je parle de ce sujet avec des personnes qui n'ont pas encore de position arrêtée, la première chose que je leur demande est de définir ce qu'elles entendent par enfant transgenre. Et généralement, elles finissent par s'embrouiller. Elles ne veulent pas dire qu'il s'agit d'un enfant ayant le mauvais corps, car c'est une idée absurde et un message extrêmement problématique à envoyer aux enfants. Mais elles ne peuvent pas non plus affirmer qu'il s'agit d'un enfant qui deviendra inévitablement transsexuel à l'âge adulte, car comment pourraient-elles le savoir? Elles finissent par dire « un enfant sait qu'il est transgenre ». Mais que signifie exactement savoir cela? Comment un enfant sait-il qu'il est transgenre? Si vous n'avez pas une clarté conceptuelle sur ce qui constitue la santé et la maladie, sur les critères qui justifient une intervention médicale et sur les raisons pour lesquelles vous administrez des traitements lourds à des enfants en parfaite santé physique, alors vous ne pouvez pas justifier ces interventions.
Dans la plupart des cas, d'après la littérature que j'ai consultée, ces enfants finiront par voir leur détresse liée au genre s'atténuer avec le temps, à condition qu'on les laisse simplement évoluer naturellement. Exactement. La littérature sur les enfants prépubères montre que la grande majorité d'entre eux finissent par voir leur détresse liée au genre disparaître avec le temps et qu'un grand nombre se révèlent homosexuels une fois adultes. La théorie des Néerlandais était la suivante. D'accord, mais pour ceux qui franchissent le seuil de la puberté et dont la dysphorie de genre qu'on appelait alors trouble de l'identité de genre ne disparaît pas mais s'intensifie, ce sont ces enfants qui sont candidats à une intervention médicale. Cependant, et c'est un point absolument fondamental, lorsque les Néerlandais ont décidé que ces enfants étaient éligibles aux bloqueurs de puberté, ils pensaient que ces bloqueurs étaient une intervention complètement réversible, destinée uniquement à gagner du temps pour permettre à l'enfant de décider s'il souhaitait ou non poursuivre une transition. Même selon les Néerlandais, les bloqueurs de puberté étaient considérés comme un outil diagnostique. Autrement dit, même eux ne savaient pas si ces enfants allaient réellement devenir transsexuels à l'âge adulte. Ils pensaient que c'était possible, peut-être même probable, mais ils n'en étaient pas certains. C'est précisément pour cette raison qu'ils considéraient les bloqueurs de puberté comme une partie du processus diagnostique. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le cas. Ils enferment l'enfant dans un parcours médical et ils sont la première étape d'un cheminement médical vers une transition complète. Nous avons évoqué ce que vous espérez que l'administration Trump fera, notamment en maintenant cette affaire devant la Cour suprême. Mais au-delà de cela, quelle serait votre liste de souhaits pour les actions que vous aimeriez voir cette nouvelle administration entreprendre sur ce sujet? Il y a bien plus de choses que je pourrais énumérer ici, mais quelques points essentiels me paraissent prioritaires. D'abord, le ministère de la Santé doit se défaire de l'idéologie de genre. Il doit éliminer tout langage idéologique et toutes les directives qui y sont associées. Le National Institute of Health, par exemple, doit cesser de dilapider des centaines de millions de dollars des contribuables dans des recherches conçues uniquement pour promouvoir ces interventions. Je ne dis pas qu'il faut couper complètement les financements, mais plutôt les réorienter. Cet argent devrait être investi dans l'étude des dommages causés par ces traitements, ce qui aujourd'hui n'est quasiment pas étudié. Personne ne se penche réellement sur les conséquences négatives car les cliniciens spécialisés en genre qui dirigent ces recherches ne veulent pas les connaître. Ils se concentrent uniquement sur les bénéfices et manipulent ensuite les résultats de leurs études pour les présenter sous un jour favorable. Nous avons besoin de données solides sur la détransition et le regret, qui sont des phénomènes bien réels et en pleine croissance. J'aimerais aussi que les agences du NIH, responsables des revues de preuves, intensifient leurs efforts. Elles doivent conduire leurs propres analyses si nécessaire, ou à défaut reconnaître les revues systématiques effectuées par d'autres pays. Ce serait également une avancée majeure, que les Surgeon General publient un avertissement officiel sur l'utilisation hors indication des bloqueurs de puberté. Ensuite, au sein du ministère de la Justice, il est impératif de mettre fin immédiatement à la persécution des lanceurs d'alerte. Un cas emblématique, c'est celui du docteur Ethan M. au Texas, qui a dénoncé les pratiques du Texas Children's Hospital. Il a subi une véritable traque politique sous l'administration Biden dans le but de le faire taire et de dissuader d'autres lanceurs d'alerte. Cela doit cesser. Il y a énormément de choses qu'une administration Trump pourrait faire uniquement par voie exécutive, sans même parler de ce que le Congrès pourrait accomplir grâce à ses pouvoirs d'enquête, d'attribution de fonds ou de législation, même si cela reste difficile. Les 4 prochaines années seront cruciales pour inverser cette tendance. Et du côté exécutif, l'administration Biden, dès son premier jour en fonction, a publié des décrets sur les questions transgenres et elle en a publié d'autres par la suite. La première mesure simple pour le président Trump, abroger ces décrets dès son retour à la Maison-Blanche, un simple coup de stylo suffirait pour les annuler. Cependant, je ne pense pas qu'il faille s'arrêter là. Les décrets peuvent être annulés à la prochaine alternance et ils le seront probablement. Ce dont nous avons besoin, c'est que le gouvernement fédéral utilise ses pouvoirs pour enquêter sur la manière dont la profession médicale américaine s'est égarée sur cette question. Mais il faut surtout voir ce qui peut être fait pour restaurer une médecine éthique fondée sur les preuves.
Léor Sapir, c'est un véritable plaisir de vous recevoir dans cette émission. Merci de m'avoir invité, Yann. Merci à tous de nous avoir rejoints, Léor Sapir et moi, dans cet épisode de American Thought Leaders.